Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'auto-hypnose parce que souvent, il y a des confusions entre est-ce que je fais de l'auto-hypnose, est-ce que je fais de l'hypnose quand je regarde une vidéo, qu'est-ce que c'est que vraiment l'auto-hypnose et comment on peut s'hypnotiser soi-même. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Bonjour à tous, je suis Gilbert Dagon, vous me connaissez, je suis spécialiste en hypnose, en toutes les formes d'hypnose. Souvent on ignore qu'il y a plein de formes d'hypnose, on pense qu'à l'hypnose ericksonienne, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a l'hypnose classique qui est complètement différente de l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose qui est complètement différente aussi de l'hypnose ericksonienne, et puis l'hypnose associante, qui est complètement différente aussi de par sa structure et sa façon de faire. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose. On va parler aujourd'hui pas des formes d'hypnose mais d'auto-hypnose qui est une forme d'hypnose aussi, on pourrait le dire, parce que c'est aussi une structure complètement différente. Alors souvent pour les gens qui pratiquent l'hypnose, d'ailleurs je m'adresse aussi à eux, quand on parle d'hypnose spirituelle, d'hypnose déshypnose ou des choses comme ça, des espèces de nouveaux courants, même l'hypnose méthode Simpson ou des choses comme ça. C'est des hypnoses très particulières, on va dire, c'est plutôt des protocoles à l'intérieur de l'hypnose. Et l'hypnose qu'on utilise dans ces cas-là, c'est toujours des bases de hypnose classique, dissociante, et souvent on est dans une structure plutôt nouvelle hypnose. Quelle est la différence entre l'hypnose classique ericksonienne? Eh bien, classique, c'est la base de toute hypnose. L'ericksonienne, c'est une structure un petit peu plus rusée, mais le thérapeute prend toujours le lead sur le sujet. C'est comme ça que faisait Erickson. Donc aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui fait de l'hypnose ericksonienne pure et dure. Même les écoles qui se disent l'école d'hypnose ericksonienne, Erickson ne faisait pas de définition d'objectif. D'accord ? Dès qu'on fait une définition d'objectif, eh bien, on est plutôt dans la nouvelle hypnose. Quand on a une hypnose plutôt participative avec le patient, donc avec un peu plus de conscient dans la séance, on est plus dans une nouvelle hypnose que de l'hypnose ericksonienne. Donc voilà, après il y a encore l'hypnose hellmanienne. Alors celle-là, bon ben ok, c'est la même époque d'Erickson. Voilà, c'est une vieille hypnose. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ce qui a été fait par Hellman, évidemment et heureusement, parce que voilà, on n'est pas resté bloqué dans les années 70. Et du coup, eh bien, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là aussi, beaucoup de confusion. Même dans les praticiens, je vois des vidéos, je vais auto-hypnose pour le voyage astral, auto-hypnose pour le sommeil ou des choses comme ça. Et puis vous écoutez un audio, quelqu'un qui vous parle et qui vous met en transe et puis qui vous fait ce voyage-là. Et donc, est-ce que c'est de l'auto-hypnose? Ah ben non, pas du tout. Puisque c'est quelqu'un qui vous guide. Donc c'est la même chose qu'en cabinet, mais en différé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas de l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose accompagnée. Dans notre jargon, on appelle ça de l'hétéro-hypnose. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, l'auto-hypnose ne présuppose aucun élément extérieur à soi pour faire de l'hypnose. C'est sa particularité et c'est la seule technique que je connaisse qui puisse être médicale, préparation mentale, qui engage la santé, le bien-être, le bonheur, qui peut nettoyer des phobies, des traumas, des dépressions, qui ne présuppose aucun élément extérieur à soi. On est en parfaite autonomie. On peut faire de l'auto-hypnose n'importe où, n'importe quand. On n'a pas besoin de la petite musique, on n'a pas besoin de le petit éclairage, on n'a pas besoin de la bougie, on n'a pas besoin du mantra, on a besoin de rien, juste de ses connaissances, de l'apprentissage qu'on a fait et qu'on a intégré. C'est la seule chose dont on a réellement besoin. Et donc, ça donne une liberté et une autonomie absolue dans toutes les circonstances. On n'a pas besoin du gris-gris, on n'a pas besoin de l'objet ancrage, on n'a pas besoin, notamment avec, comme on apprend au centre Aura, l'auto-hypnose,
on pose des ancrages, mais des ancrages internes, ce qui fait qu'on peut les utiliser n'importe où, n'importe quand. Et ça, c'est précieux pour les sportifs notamment, parce que s'ils devaient prendre un objet pour pouvoir déclencher un état émotionnel ou une performance spécifique pendant la compétition, vous en conviendrez, ce ne serait pas toujours facile. Pour le pilote de Formule 1 ou voilà, pour le tennisman, ce serait quand même assez compliqué. Donc non, on va faire des choses vraiment pour avoir une totale liberté de le faire à n'importe quel moment sans la moindre contrainte. Alors pour comprendre ce que c'est que l'auto-hypnose, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'hypnose. L'hypnose, c'est déjà deux choses. Le mot hypnose caractérise l'état, je suis en hypnose et je fais de l'hypnose, la technique. Donc je fais de l'hypnose pour entrer en hypnose. C'est assez confusionnant, je sais, mais c'est comme ça que ça s'est mis en place depuis James Braid, 1841. C'est lui c'est un chirurgien écossais qui a déjà qui a conceptualisé à travers ce mot l'état qu'on appelle hypnose aujourd'hui. Et la technique aussi, du coup. Donc on voit que c'est une technique. C'est une technique, l'hypnose, qui permet de déclencher un état naturel dans le cerveau qui est un état de dissociation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un état de dissociation? C'est quand mon corps est ici et mon esprit est ailleurs. Et dans cet état-là, on devient hyper suggestible. Tout ce qu'on va se raconter, rentre à l'intérieur de soi et affecte le corps, le mental, l'émotionnel, le musculaire et tout le système hormonal et donc tout le système immunitaire. Quand vous êtes en train de rêver au bord d'un lac ou au bord de la mer en vacances et puis tout à coup vous vous projetez dans un événement plus tard qui vous met un peu de pression. Par exemple, vous devez parler en public dans 3-4 semaines et puis tout à coup vous vous projetez dans cet événement-là. Vous êtes sur la plage et vous êtes en train de vivre autre chose, l'événement en question. Et là, une partie de votre cerveau qui vous pousse involontairement et dans votre inconscient à aller imaginer le pire qui pourrait se passer. Le pire qui, à 92%, n'arrivera jamais. D'accord ? Et donc, vous imaginez, vous plongez dans le pire et qu'est-ce que vous ressentez ? Le pire dans votre corps, ici, sur la plage. Votre cœur bat plus vite, vous commencez à avoir la boule au ventre, la gorge qui se serre, vous avez une angoisse, voire même une crise d'angoisse, alors que vous êtes sur une plage en vacances. Ça caractérise, ça illustre exactement ça. La personne, elle rentre en dissociation, donc dans notre jargon, on appelle ça en hypnose. Comme elle est toute seule avec elle-même, ça s'appelle ça vraiment de l'auto-hypnose. Et elle se fait des suggestions métaphoriques, c'est-à-dire qu'elle va raconter une histoire qui va avoir un effet direct sur son corps, direct et immédiat. Accessoirement, son système immunitaire va s'effondrer aussi à cause de la peur que ça génère, que la situation a généré en elle. Et donc, elle a fait une super séance d'auto-hypnose, mais contre elle, et sans le savoir. Alors la première chose qu'elle aurait tout intérêt à faire, c'est déjà savoir qu'elle est en train de faire de l'auto-hypnose pour plus le faire à mauvais escient. Pour pouvoir s'en prémunir, d'accord ? De savoir ce que c'est, de savoir qu'elle le fait, quand elle le fait, d'en prendre conscience et puis de ne pas le faire dans ces situations-là. Maintenant, ce n'est pas l'outil qui est dangereux, c'est l'usage qu'on en fait toujours. Ce n'est pas parce que vous pouvez tuer quelqu'un avec un couteau, vous n'en avez pas dans votre cuisine. Vous avez simplement appris à vous en servir depuis votre plus jeune âge. De votre cerveau, personne ne vous a jamais appris à vous en servir. Et c'est un drame, parce que c'est ce que je rencontre tous les jours en cabinet. C'est-à-dire des personnes qui font, sans le savoir, des choses contre elles-mêmes. Des crises d'angoisse, des phobies, des dépressions, en fait toutes leurs problématiques, même des problématiques physiques, de maladies, de blessures, des choses comme ça. Quand on remonte, quand on va chercher, on creuse suffisamment, on se rend compte qu'il y a un problème émotionnel derrière.
Et ça confirme une étude américaine qui est récente, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, 70%, 75%, 75% des maladies d'aujourd'hui, hein, c'est une étude très récente, des maladies ont une cause émotionnelle. C'est faramineux. Il y a déjà une étude qui disait que 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste, selon l'OMS, étaient pour des raisons psychosomatiques. Et ça, c'est le casse-tête pour les médecins parce que ce n'est pas leur rôle. Ils ne savent pas faire ça. Ils n'ont pas appris et c'est normal. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas dans leur attribution. Quand il y a une jambe cassée, bah là, ils peuvent faire quelque chose. Mais quand il y a une maladie ou il y a une blessure et qu'ils vont soigner la blessure, mais remonter sur l'origine, eh bien, c'est très rare qu'ils le fassent. Et s'il y en a qui ont conscience de ça, ils vont envoyer la personne chez un psy, quelqu'un qui va étudier le mental de la personne, l'émotionnel de la personne. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est et à quoi ça sert. Alors en auto-hypnose, on va comprendre déjà ce que c'est que l'auto-hypnose et puis on va apprendre à générer l'état soi-même. Déjà à reconnaître l'état, à savoir ce que c'est, à savoir à prendre conscience qu'on le fait régulièrement et qu'on le fait souvent contre soi-même. Il y a des gens qui me disent « ouais, je suis le meilleur pour me foutre des bâtons dans les roues, je suis mon pire ennemi, j'ai une part de moi qui s'appelle l'auto-saboteur ». Et ouais, il vient pas de nulle part cet auto-saboteur, hein, il vient de l'auto-hypnose, quand on est dans cet état-là et qu'on sabote, parce que dans un état normal, on ne peut pas se saboter, ça n'a aucune influence. Hein. C'est comme si je me dis, j'ai une phobie des araignées, et puis je me dis, ok, j'arrête d'avoir la phobie des araignées, et ça s'arrête. Ben non, c'est pas au bon endroit, d'accord? C'est pas dans le conscient. Ça, d'espérer que ça marche dans ce sens-là, eh bien c'est aussi débile que de perdre un objet ici et de le chercher là-bas, sous prétexte que là-bas, il y a plus de lumière. C'est ici qu'il est. Et quand on est au bon endroit, eh bien on le trouve tout de suite. C'est la même chose avec notre esprit. C'est pas consciemment qu'on est phobique, c'est dans notre inconscient. Et travailler avec le conscient sur une phobie, c'est aussi débile que l'exemple que je vous ai donné juste avant. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye toujours de faire. Hein, on accompagne quelqu'un, ouais, mais c'est pas la petite bête qui mange la grande, la peur de l'avion, c'est le moyen de déplacement le plus sûr, etc., etc. On essaye de raisonner avec ça et ça ne marche absolument pas puisque c'est hors raisonnement, évidemment. Et c'est pour ça que quand on fait un traitement sur la phobie, en auto-hypnose ou en hypnose, eh bien une séance suffit. Une séance suffit. Je l'ai vécu moi-même et je le vis quasi toutes les semaines. C'est ce qui fait que des fois on pense que c'est de la magie, l'hypnose. Pas du tout, c'est technique. Si on est au bon endroit pour chercher un objet où on l'a perdu, eh bien on va le trouver, évidemment. C'est aussi simple que ça. Alors l'auto-hypnose, c'est d'apprendre ce que c'est déjà l'hypnose, d'apprendre à repérer l'état et à se repérer quand on le fait à mauvais escient pour plus le faire. Et puis après, on peut en faire du positif. Encore une fois, c'est comme le couteau. Hein, je peux tuer quelqu'un, mais je peux aussi me nourrir avec un couteau. Là, je vais apprendre à me nourrir. Eh bien, on va apprendre ce que c'est que comment générer l'état soi-même volontairement. Parce que dans la vie de tous les jours, ça se passe aléatoirement, sans qu'on l'ait décidé, sans même savoir qu'on le fait. Mais que là, on va le faire volontairement dans un but bien précis. On aura décidé au préalable, défini. Alors, quand on le fait en cabinet, on va définir cet objectif avec le thérapeute. Et quand on fait ça, je vous rappelle qu'on n'est plus du tout en hypnose classique ou en hypnose ericksonienne. D'accord? C'est plus... on est passé dans la nouvelle hypnose. Bon, ensuite, on va faire quoi? On va apprendre à déclencher l'état par soi-même, sur soi-même. Ça, c'est l'auto-hypnose. Et puis, on va apprendre plein de méthodes différentes, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule qui existe, évidemment. Pour ceux qui font de l'hypnose hellmanienne, il n'y a pas à lire un texte, ça ne va pas marcher, en auto-hypnose. Où on fait un décompte, où on fait des relaxations successives. D'ailleurs, ça présuppose souvent, et ça met cette idée dans la tête des gens, des praticiens en hypnose, qu'il faut être détendu pour pouvoir être en hypnose. Alors que pas du tout.
Hein, quand on met en catalepsie quelqu'un en hypnose entre deux tréteaux et puis qu'on monte debout dessus, eh bien la personne elle n'est pas détendue. Pourtant elle est en hypnose parce qu'elle ne pourrait pas le faire sinon. Donc il y a des croyances comme ça qui émergent de pratiques qui sont comme absolues. C'est pas de mauvaises pratiques, elles sont bien, mais il faut juste aller creuser un petit peu plus loin aussi. Et puis, eh bien, rentrer dans cet état ne suffit pas. Et comme voilà, c'est les écoles qui apprennent à rentrer en l'auto-hypnose en demi-journée. C'est dommage parce que ça fait souvent le résultat, ce que j'ai vu, c'est que les personnes font « Ah, c'est que ça, bon finalement, ok, je le fais tous les jours et donc je le fais pas ». Et du coup, on met cette technique qui pourrait être mais fabuleuse et vraiment changer la vie des gens qui pourraient l'utiliser et puis qui ne le font pas parce que c'est « Ah, c'est que ça ». Voilà. C'est une conférence, un monsieur qui me disait « Ouais, mais alors, moi, à chaque fois de l'après-midi, donc c'est un vieux monsieur retraité qui me disait « Moi, l'après-midi, je pars dans mes rêveries et tout ça, donc je fais de l'auto-hypnose. » Et puis il me fait en se moquant, je fais de l'auto-hypnose comme on fait de la prose de monsieur Jourdain. Et ma réponse avait été « Vous prenez des médicaments ?» Et puis il faisait « Oui », alors il me donne toute la liste, il y avait au moins une vingtaine de médicaments pour la pression, pour le cœur, machin et tout ça. Je dis « Ben voilà, avec l'auto-hypnose, si vous faisiez de l'auto-hypnose volontaire dans un but bien précis, il y a fort à parier que vous auriez pu diminuer, voire supprimer la moitié de vos médications. » Mais là aussi, encore une fois, il fait de l'auto-hypnose, oui, c'est vrai. Mais souvent, même à mauvais escient. Peut-être parfois, il en fait des biens, mais sans un but précis, il dérive et tout ça. Il se fait, comme on appelle, un bain d'hypnose. Ce qui n'est pas mauvais, hein, ce qui est très bien, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Et il pourrait utiliser, là, il utilise la technique à 20% de ses possibilités. Et pourrait utiliser le 80%, 80% supplémentaire. Et voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas à provoquer dans ce sens-là. C'était marrant parce que c'était une espèce de provocation comme ça. Et bah, ouais, ok, chacun fait ce qu'il veut après. D'accord? J'impose à personne de faire de l'hypnose, évidemment. Et donc, ensuite, eh bien, on apprend à faire des choses à l'intérieur. Mettre quelqu'un en hypnose ou se mettre en hypnose, en une demi-journée, on l'a appris, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, tous les gens qui font de la street hypnose, eh bien, ils apprennent ça le matin et puis l'après-midi, ils vont expérimenter ça sur les gens. Ce qui est assez dramatique parce que justement, on n'est pas préparé à ce moment-là aux réactions des gens. Parce qu'il y a des gens, et je l'ai vécu encore la semaine passée, eh bien, ils ont tellement emmagasiné à l'intérieur d'eux et qu'on ne sait pas si on ne fait pas d'anamnèse, et même si on fait une anamnèse, souvent on ne le sait pas, que quand on va mettre la personne en hypnose, on ouvre une porte et là, il y a l'inconscient qui peut s'exprimer. Et là, j'ai eu ça, eh bien, une personne tout bien, eh bien, en apparence, et puis je la mets en hypnose et dès que la porte elle s'ouvre, bah, c'est l'abréaction, c'est-à-dire une réaction émotionnelle qui nous surprend les deux, elle et moi, et qu'il faut accompagner. Eh bien, si on n'a pas des outils thérapeutiques derrière, eh bien, on ne pourra pas accompagner ça. Et ça, eh bien, ça peut faire des dégâts après derrière. Donc c'est pour ça aussi que voilà, l'hypnose, ça s'apprend sérieusement. C'est pas un petit truc comme ça pour s'amuser, pour amuser la galerie. Ça peut être ça, mais même ça, il faut faire gaffe parce qu'on rentre dans l'esprit des gens quand même. Et donc, on va apprendre des techniques. Dans mon cours d'auto-hypnose, par exemple, on apprend 4 formes de techniques, une technique dans 4 familles de techniques d'hypnose. Alors, les 4 familles, c'est d'abord les suggestions qui viennent de l'hypnose classique, hein, c'est la base de toute hypnose. Il faut savoir comment faire les suggestions parce qu'on ne les fait pas n'importe comment. La deuxième, c'est les métaphores, ça fait office de suggestion. Alors moi, quand j'ai appris l'hypnose, on m'a dit que les métaphores, on ne pouvait pas faire en auto-hypnose parce qu'il ne fallait pas comprendre le tenant et l'aboutissant consciemment de la métaphore. Bah, c'est faux, voilà aussi, beaucoup de croyances. Donc on peut parler à notre inconscient sous forme de métaphore, on va dire plutôt symbolique. Et ça, bah, voilà, on arrive directement dans son langage à lui. Ensuite, on a l'hypnose, eh bien, on va encoder son cerveau, apprendre comment notre cerveau encode l'information et les souvenirs par exemple, et puis on va pouvoir agir dessus pour enlever des traumas ou renforcer des souvenirs qui sont bons
pour leur donner encore plus de puissance et d'ampleur. Et ensuite, le dernier, c'est la communication directe avec son inconscient. Et là, on va travailler vraiment en pur inconscient et on va avoir tout à coup une réponse comme si notre inconscient était une personne extérieure à nous. C'est assez magique, alors que c'est pas vrai, hein, évidemment, ça fait partie de nous, mais comme c'est une partie qui est séparée entre le conscient et l'inconscient, eh bien, on va pouvoir prendre conscience de notre inconscient. Et c'est ça qui est vraiment magique dans cette technique-là. Et elle est surpuissante, elle permet de réaliser des choses à l'intérieur de soi vraiment fabuleuses et parfois instantanées. Et puis ensuite, on apprend même une technique qui mixe toutes ces choses-là en une seule technique. Donc voilà ce qu'on fait dans ce qu'on apprend et ce qu'on peut tirer de plus utile pour l'hypnose, pour l'auto-hypnose, pour sa santé ou même son mental. Alors on pense souvent, quand on parle de mental, eh bien, aux sportifs, et oui c'est vrai, je fais 18 sports pour des sportifs de haut niveau, je les prépare dans leur sport, dans 18 sports différents, des sportifs de professionnels ou semi-pro. Et puis, il n'y a pas ça seulement, il y a aussi des entrepreneurs qui veulent devenir encore meilleurs dans leur business, encore meilleurs dans leur accompagnement d'équipe. Ça peut être des managers, ça peut être des directeurs d'entreprise, ça peut être voilà, toutes sortes de profils qui ont besoin d'être plus performants dans une relation gagnante-gagnante, évidemment. Et puis il y a aussi, eh bien, on est hors pathologie, on est hors thérapie, eh bien, c'est la préparation à l'accouchement par exemple, pour apprendre aux femmes à accoucher de manière naturelle, sans avoir besoin de péridurale, et voilà, en sachant couper la douleur elle-même, en sachant s'accompagner. Là, j'ai créé un programme en 5 séances sur les 5 derniers mois où on apprend ce que c'est que l'hypnose, on apprend par des audios l'état, on apprend à reproduire l'état en 2e séance, on apprend à gérer les peurs et après les douleurs. Et puis on se prépare à la phase finale où là, je fais un transfert sur les papas de l'ancrage qui s'est posé naturellement avec ma voix. Et c'est le papa à la dernière séance qui finit la séance. Comme ça, c'est lui qui va être le point référentiel externe au cas où il y aurait un besoin pour la maman. Donc voilà. Et puis après, il y a la connaissance de soi par l'apprentissage du coaching mental. C'est un cours, mais voilà, que tout le monde aurait dû avoir à partir de l'âge de 7 ans, en période à l'école. Mais ça aurait changé la vie et ça changerait le monde. Ça, j'en suis persuadé. Et puis l'auto-hypnose, apprendre justement toutes ces choses-là, apprendre ce que c'est que l'hypnose pour repérer, ne plus le faire à mauvais escient, apprendre à déclencher l'état volontairement de plein de manières différentes, apprendre à utiliser cet état dans 4 formes de techniques, 4 formes de familles de techniques qui, pour développer, pour entretenir sa santé, pour réparer sa santé, pour préparer son mental à un événement et puis pour évoluer soi-même dans la connaissance de soi. Ce qui m'a le plus surpris quand j'ai appris l'auto-hypnose, c'est qu'on ne parlait pas seulement d'auto-hypnose. On parlait vraiment de soi, de son cerveau, de son fonctionnement. Et c'est ce qui m'a le plus fasciné. C'était pas l'hypnose en elle-même, c'était tout ce que l'hypnose me permet de contrôler à l'intérieur de moi. Et souvent on pense que l'auto-hypnose, que l'hypnose c'est une perte de contrôle. Eh bien, pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Avec ça, vous pouvez vous libérer de crises d'angoisse, de phobies, vous pourrez stopper une allergie, vous pourrez vraiment, c'est ce que j'ai fait, et arrêter d'être insomniaque, guérir une insomnie, de l'insomnie, eh bien c'est ce que j'ai fait dans les 2 premiers mois où j'ai appris l'auto-hypnose. Voilà, sur ce, eh bien, je ne saurais que vous encourager de nous rejoindre. Le prochain cours, c'est le 9 et 10 mai. On a déjà une petite équipe, donc voilà, rejoignez-nous. C'est avec plaisir que je partage justement ces connaissances avec vous pour votre bien-être et votre développement personnel. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Hypnose. D'ici là, portez-vous bien. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend.
hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.